Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre à ce webinaire organisé donc par le MEDEF de l'Est parisien et le cabinet FIDAL de Créteil. Donc, tout d'abord, en ce début d'année, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, en bonne santé et puis prospérité aussi dans vos affaires. Donc, ce webinaire va être consacré à la loi de finances 2022 et à la loi de financement pour la sécurité sociale. On sera donc accompagné de 3 experts du cabinet FIDAL, Johanna Flamand, avocat associé fiscaliste, Anne-Françoise Laplace, avocat spécialisée en droit social, et Anaïs Fiquet, avocat également en droit social. Donc, avant de leur laisser la parole, je vous précise que vous pouvez poser vos questions dans le question-réponse qui se situe en bas de l'écran et nous y répondrons donc à la fin de la session. Donc, Johanna Flamand, c'est à vous. Ok. Bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire effectivement qui est consacré à la loi de finances pour 2022, à la loi de financement de la sécurité sociale. Si ça vous convient, on va séquencer la présentation en 2 parties. Une première partie qui est vraiment dédiée à la loi de finances avec une partie particulière et puis une partie consacrée plus précisément aux entreprises et une seconde intervention, donc celle d'Anne-Françoise Laplace, véritablement dédiée à la loi de financement pour la sécurité sociale. Voilà. On va peut-être commencer tout simplement. Ce qu'on vous disait effectivement, si vous avez des questions, ça sera plutôt à la fin, histoire de ne pas perturber le déroulé et on y répondra avec grand plaisir. On va commencer donc avec la partie de l'animation consacrée à la loi de finances pour 2022. Alors, cette loi de finances, elle est beaucoup moins palpitante que ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Effectivement, période électorale oblige, on essaye de ne vexer personne, de susciter aucune réaction trop franche d'une part ou d'autre. Donc, du coup, on se retrouve avec une loi de finances qui est raisonnable, mais qui comporte quand même certaines mesures qui, à notre sens, sont intéressantes, notamment pour les travailleurs, pour les indépendants, puisqu'on a véritablement des mesures fortes pour eux, et notamment dans le cadre de la cession de leur entreprise. Mais on va y revenir un peu plus tard. Pour commencer, donc, on va déjà s'intéresser à la fiscalité des particuliers, puisque là aussi, on a quelques mesures qu'il est bon de connaître, et on a la traditionnelle revalorisation du barème. Et là, c'est toi, Naïs, qui va nous en dire quelques mots. Bon, alors tout simplement, bonjour à tous déjà. Tout simplement, en fait, il y a une revalorisation du barème de l'impôt à hauteur de 1,40%, ce qui fait que les tranches de l'impôt sont revalorisées. Et donc, par exemple, par rapport à l'année dernière, au lieu d'avoir une tranche à 0 qui s'arrête à 10 065 €, et ben là, vous aurez jusqu'à 10 225 €, ce qui est plutôt avantageux. Corrélativement, il y a pas mal de plafonds et de seuils qui sont en lien avec le barème de l'impôt qui sont aussi revalorisés. Et par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est le plafond de déduction des pensions alimentaires versées à un enfant majeur, qui sont donc également revalorisées et qui passent de 5 959 pour les revenus 2020 à 6 042 € que vous pourrez déduire pour les revenus 2021. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les parents qui subventionnent, entre guillemets, leur enfant. Vous allez pouvoir continuer à les subventionner, mais au moins, vous pourrez déduire plus de pensions alimentaires pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Bon, allez, première bonne nouvelle. C'est ça. On a une deuxième mesure, donc juste après, concernant le crédit d'impôt pour tout ce qui concerne, alors c'est vraiment le slide d'après, pour tout ce qui concerne l'emploi d'un salarié à domicile, puisque emploi d'un salarié à domicile, l'administration jusqu'à présent nous disait il faut qu'il soit nécessairement pour toute son activité au domicile. Or, on sait qu'en pratique, le salarié notamment qui va chercher les enfants à l'école peut sortir du domicile. Et l'administration tentait de nous dire, de nous faire penser qu'il n'aurait pas le droit, en tout cas sur le code-part, droit à ce crédit d'impôt, et au final, ça a pu être le cas. C'est ça. En fait, il y avait une première doctrine administrative qui avait permis l'éligibilité de prestations de services rendus à l'extérieur du domicile qui faisaient partie d'une offre globale. Elles étaient éligibles donc au crédit d'impôt. Le Conseil d'État a ensuite annulé cette doctrine administrative et là, la loi de finances revient dessus et la légalise. Donc, elle nous dit que si on a des prestations de services rendus à l'extérieur du domicile qui font partie d'une offre globale de services et donc qui inclut des services eux-mêmes rendus au domicile du contribuable, alors on pourra bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc, comme Johanna l'a dit, donc c'est par exemple aussi la collecte et la livraison de linge repassé, etc., qui se font à l'extérieur.
Il y a une exception à ça. En fait, c'est tout ce qui est prestations de téléassistance et de visio-assistance qui n'ont pas besoin, pour le coup, d'être compris dans une offre globale pour ouvrir droit au crédit d'impôt, tout simplement parce qu'en fait, elles sont pour des personnes personnes âgées ou personnes en situation de handicap et qui leur permettent un maintien à domicile. Et donc, dans ce cas-là, même si elles ne sont pas accompagnées de prestations qui sont réalisées au domicile du contribuable, ces prestations-là, téléassistance et visio-assistance, permettent quand même d'ouvrir droit au crédit d'impôt. Et dernière légalisation de doctrine de la loi de finances, c'est en fait, on nous disait, en plus du plafond annuel de 12 000 €, il y avait des plafonds plus spécifiques qui en fait viennent amoindrir l'enveloppe globale permise par le crédit d'impôt, puisqu'en fait, c'est limité. Lorsqu'on fait des petits bricolages, c'est limité à 500 €. Pour l'assistance informatique, c'est limité à 3 000 € et les travaux de jardinage à 5 000 €. Donc, si on dépasse, même si dans le global, on ne dépasse pas 12 000 €, on ne pourra pas aller au-delà de ces plafonds spécifiques. Pour être pratico-pratique, tous ceux qui se disaient, bon, au final, je mets un petit peu de tout dedans, je suis à 12 000 €, c'est bon, je suis en dessous, il n'y a pas de problème. En réalité, on a des sous-plafonds qui font que une partie de vos réductions d'impôts, finalement, ne pourrait pas donner lieu à paiement effectif. Ouais, donc, finalement, ça contrebalance un petit peu. Il y a toujours du plus et du moins dans les mesures. Et on va le voir sur d'autres. Alors, juste après, on a également donc finalement une prorogation du Censi-Bouvard. Alors, c'est quoi le Censi-Bouvard? Alors, le Censi-Bouvard, c'est une des mesures. Enfin, il y a pas mal de régimes de faveur qui ont été prorogés, mais celui-là, il peut être intéressant. Donc, il est prorogé d'une année supplémentaire. Il permet une réduction d'impôt aux loueurs meublés non professionnels qui ont acquis des logements soit neufs, soit en l'état futur d'achèvement, ou des logements de plus de 15 ans, mais qui ont fait l'objet ou ils font l'objet actuellement de travaux de réhabilitation et de rénovation. Entre autres, en fait, la condition principale, c'est que ces investissements doivent être faits dans certaines structures. Et ces structures, c'est notamment les établissements sociaux et médico-sociaux, par exemple, comme les EHPAD, les résidences autonomes ou encore les résidences étudiantes avec service. Et lorsqu'on fait cet investissement dans ces logements et qu'on remplit les autres conditions du régime, on bénéficie d'une réduction d'impôt qui va de 11% à 25%, sachant qu'en fait, depuis 2012, les acquisitions à partir de ce moment-là, et donc là, par exemple, si vous achetez un appartement en 2022 et que vous pouvez bénéficier de cette réduction d'impôt, vous bénéficierez d'une réduction de 11%. Voilà. Sur ce point-là. Donc ça, c'est pour le régime Censi-Bouvard. On a juste après le régime, donc finalement un autre dispositif qui vise à favoriser l'immobilier, en tout cas l'investissement immobilier. Cette fois-ci, ce n'est pas à destination particulièrement des résidences étudiantes ou des maisons de retraite comme le Censi-Bouvard. Là, c'est réellement pour tout ce qui est très social. C'est le dispositif COS ou appelé autrement louer abordable. Alors, ce dispositif, en fait, jusqu'à présent, il donnait le droit non pas à une réduction d'impôt, mais à une déduction du revenu. Donc, c'est un petit peu plus différent, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une réduction, vous appliquez sur votre impôt, c'est une déduction, une somme que vous déduisez de vos revenus. Donc, pour tous ceux qui sont notamment taxés dans les tranches marginales de l'imposition, une déduction est plus importante d'une réduction d'impôt. Bon, mauvaise nouvelle pour eux. Jusqu'à présent, on avait le droit donc, à une déduction. Dorénavant, pour les conventions signées avec l'ANA à partir du 1er mars 2022, ça ne sera plus une déduction d'impôt, mais une réduction d'impôt qui s'appliquera. Mais juste pour revenir sur le dispositif COS, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, ce dispositif bénéficie aux propriétaires qui signent une convention avec l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, et finalement donne en location, conformément à cette convention, leur logement à titre d'habitation principale à des personnes ayant de faibles revenus, puisque les conventionnements possibles sont sociales, très sociales ou intermédiaires. Donc, ça vise vraiment une population de locataires à faible revenu. Et d'ailleurs, on a la possibilité également, finalement, de non pas louer à des personnes directement, à des locataires directement, mais passer par exemple par un office HLM. Donc, c'est vraiment l'idée de ce dispositif, c'est vous avez le droit hier à une déduction, maintenant une réduction d'impôt, mais le public visé et les secteurs géographiques concernés sont vraiment des secteurs géographiques clés où on a vraiment des difficultés
pour les personnes à faible revenu pour le logement. Voilà, donc jusqu'à présent, la déduction était ça oscillait entre 15 et 70%, ça pouvait même aller à 85%. Là, on a véritablement une réduction, vous allez le voir dans les slides suivants, puisque dorénavant, la réduction est entre 15 et 65%, donc la réduction est moins importante. Bon, on a différentes autres petits ajustements. Le point positif pour essayer d'être un petit peu positif, il faut l'être, hein. Le point positif de cette réforme-là, c'est que tout de même, l'un des inconvénients du dispositif COS, c'était pour les propriétaires passer la durée de la convention avec l'ANA, donc durant lequel ils pouvaient bénéficier de la déduction, et passer même le délai du bail initial, puisque durant tout le bail initial, en fait, ils peuvent bénéficier de la déduction. Lorsque donc on arrivait au renouvellement, lorsqu'ils n'étaient plus liés à l'ANA, malgré tout, ces propriétaires, pendant une certaine durée, étaient tenus de continuer à louer avec des prix, des loyers assez faibles. Donc, c'était entre guillemets double peine parce que finalement, ils ne bénéficiaient plus de la déduction et en même temps, ils étaient quand même tenus de respecter des loyers bien en deçà des prix du marché. Donc, ça, c'était un frein, et ça, j'en dis pas, pour les propriétaires, quant à leur volonté de bénéficier de ce régime. Ce frein finalement est levé puisque ce qu'on vous dit, c'est que dès lors que vous ne bénéficiez plus de la réduction, nouvelle formule, vous aurez la possibilité à nouveau de louer au prix du marché et ce sur tout secteur géographique, y compris sur les secteurs tendus, là où l'offre et la demande sont les plus compliqués. Donc voilà, côté un peu positif de cette réforme, même si certains pourront regretter le fait qu'on soit passé d'une déduction à une réduction d'impôt. Voilà. On va continuer, donc on va faire un grand bond au niveau des slides. Ils seront à votre disposition si vous avez besoin, donc il ne faut pas hésiter à continuer à les faire dérouler. Voilà, pour arriver au nouveau dispositif qui est juste après, normalement. Encore un. On y est. Alors, l'autre chose dont on voulait vous parler concernant les particuliers concerne le système du quotient. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le système du quotient. Le cas, c'est quoi? Vous êtes un contribuable, vous vous faites licencier, vous recevez une grosse indemnité de licenciement et elle est tellement importante qu'il y a une partie qui est taxable à l'impôt sur le revenu. Bon, le problème, c'est que ça fait plus que ce que vous avez d'habitude. Donc, on appelle ça un revenu exceptionnel. Autre cas de figure, vous êtes un propriétaire, votre locataire n'a pas payé ses loyers durant quelques années et tout d'un coup, grâce à un avocat talentueux, vous obtenez finalement tous les loyers d'un seul coup. Le problème, c'est que normalement, ils sont taxables l'année de perception. Donc, ça vous fait beaucoup plus de revenus que ce que vous aviez appréhendé. Donc, ça s'appelle un revenu différé. Pour ce genre de revenus donc exceptionnels ou différés, pour éviter finalement que vous vous retrouviez avec des revenus beaucoup plus importants que d'habitude et surtout qui vont vous faire monter assez rapidement dans les barèmes progressifs de l'impôt, alors que finalement c'est complètement indépendant de votre volonté, le système du quotient en fait permet de prendre ces revenus, de les diviser par un certain coefficient, d'ajouter le montant ainsi obtenu au revenu que vous avez habituellement, de calculer l'impôt. Puis, on prend l'impôt, on le multiplie par le coefficient, et pour vous la faire courte, ça vous fait moins d'impôt que ce que vous auriez dû payer normalement. Ça ne veut pas dire que ça atténue complètement l'effet de progression du barème. Malheureusement, ça ne va pas jusque-là, mais malgré tout, vous paierez moins. Voilà. Donc, c'est ça le système du quotient. Toujours est-il que une discussion était intervenue entre l'administration et le Conseil d'État, ou plus précisément la doctrine administrative, jusqu'à récemment, nous disait OK pour ce système, de toute façon c'est la loi, donc il n'y a pas trop le choix. Par contre, pour déterminer le montant du revenu exceptionnel ou différé, si le contribuable par ailleurs a des déficits, un déficit catégoriel, un déficit général, global, ou même à des revenus, un revenu net imposable négatif, notamment lorsqu'on a des grosses pensions alimentaires de verser, à ce moment-là, le revenu exceptionnel ou différé sur lequel se calcule le quotient doit être calculé, retenu après imputation de ces déficits. Sinon, ça fait un double avantage. Donc, l'administration fiscale avait cet argumentaire-là dans sa doctrine administrative. Par contre, le Conseil d'État, puisque ça ne relevait que de la doctrine administrative, a dit non.
Non, dans le silence de la loi, on ne peut pas imputer le déficit sur le revenu exceptionnel ou différé pour calculer le quotient. Bon. Toujours est-il qu'on en était là, donc la décision est quand même de 2016. Le législateur est intervenu, bon, malheureusement pour donner raison à l'administration, dire que pour les bénéfices du temps, il faudra faire ici. Sur les dossiers qu'on a pu traiter, on le voit rarement, ce cas de figure, mais pour ceux concernés, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, ça c'était pour le système du quotient. Passons maintenant à un autre dispositif alors, qui concerne l'aménagement du régime des gains de cession d'actifs numériques. Et comme c'est quelque chose plutôt moderne, je te laisse la parole. Merci. Oui, donc en fait, pour le régime des gains de cession d'actifs numériques, donc là, on parle en fait de tout ce qui est achat, revente, par exemple, de crypto-monnaies. En fait, il y avait une grosse insécurité juridique sur la qualification de professionnel ou de non professionnel de ces opérations qui, du coup, jouait sur la caractérisation fiscale, enfin du régime fiscal. Donc, en fait, avant, on prenait le caractère habituel des opérations et le montant des plus-values. Sauf qu'en fait, ça créait un problème parce que, par exemple, vu que ça se faisait par les plateformes numériques sur un téléphone, quelqu'un qui passait son temps à acheter, revendre, etc., on disait, bah oui, mais il fait ça de façon habituelle, donc c'est professionnel, alors que ce n'est pas du tout de la manière professionnelle. Donc, la loi de finances, elle vient en fait simplifier la caractérisation de professionnalité de l'opération en tout simplement en calquant le régime qui est applicable en matière d'opération de bourse. Et donc, ça veut dire qu'on apprécie ce critère en fonction des conditions de réalisation de l'opération. Donc, si on les réalise dans les mêmes conditions qu'on ferait une opération de bourse, dans ce cas-là, on caractérisera de professionnel la plus-value qui est réalisée. Ce qui fait que le régime fiscal qui est applicable à partir du 1er janvier 2023, ça sera que si la plus-value elle est qualifiée de professionnelle, alors on fera une imposition à l'IR dans la catégorie des BNC et non plus des BIC, parce qu'il y avait aussi une incertitude à ce moment-là quand c'était professionnel. Selon certains autres critères, on hésitait entre le BIC et le BNC. Et bien là, pour le coup, ça sera pour sûr du BNC. Si par contre la plus-value elle est réalisée de non professionnels, alors là, on sera à une imposition au PFU ou au barème de l'IR si le contribuable opte de façon irrévocable, express et irrévocable. Voilà. Du coup, on peut changer de slide. Et là, c'est pour l'aménagement de l'abattement fixe. Oui, effectivement. Alors, celui-ci, il est intéressant, mais véritablement pour tous les clients qui veulent céder leur entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Covid oblige, malheureusement, on a beaucoup de cédants ayant fait valoir leurs droits à la retraite qui ont eu du mal à trouver un repreneur, et pour cause. Le problème, c'est que ces cédants ont pu vouloir bénéficier du régime d'exonération, entre guillemets, en tout cas d'abattement fixe des dirigeants partant à la retraite. Alors, à qui est dédié ce régime-là? En fait, vous êtes dirigeant d'une entreprise, associé d'une entreprise soumise à l'IS. Vous souhaitez céder les titres que vous avez dans votre entreprise, et généralement, c'est céder l'intégralité avec votre famille ou les associés minoritaires, et faire valoir vos droits à la retraite. Pour le calcul de la plus-value taxable à l'impôt sur le revenu, on pratique un abattement de 500 000 €. Donc, cas très pratico-pratique, vous faites une plus-value de 600 000 €. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, on vous enlève 500 000 €. Donc, ça veut dire qu'il vous reste 100 000 € taxables à l'impôt sur le revenu, avec possibilité, donc soit le barème progressif, soit la possibilité d'appliquer la flat tax à 12,8%. Donc, vous comprenez assez rapidement pourquoi beaucoup de dirigeants sont intéressés lorsqu'ils font valoir leur droit à la retraite pour ce régime, parce que ça permet, enfin, ça dépend évidemment du prix, mais ça permet parfois finalement de ne pas avoir d'impôt sur la plus-value de cession. Il reste les prélèvements sociaux, on s'entend bien, mais quand même. Donc, la problématique avec ce régime-là et surtout la période du Covid, c'est que parmi toutes les conditions, il est nécessaire que le cédant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la cession. Et de la même manière, dans les 2 ans qui précèdent ou suivent la cession, cesse toute fonction de direction dans la société. Pour les clients, les cédants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, ça a été parfois compliqué de trouver dans les 24 mois qu'on suivi leur départ à la retraite des acquéreurs. Ça nous ramène à 2021. Fort de ce constat, finalement, le législateur, à travers cette mesure, nous dit lorsque vous êtes cédant,
vous avez la volonté de céder, vous avez fait valoir vos droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, vous n'avez pas encore vendu, à ce moment-là, le délai de 2 ans pour céder votre entreprise est rallongé à 3 ans. Donc, vous avez 3 ans. Typiquement, vous faites valoir vos droits à la retraite en 2021, vous avez jusqu'à 2024. Décembre 2021, décembre 2024 pour céder votre entreprise. Donc, ça vous donne quand même un délai beaucoup plus important et ça sera notamment très profitable pour ceux, malheureusement, qui ont tenté de vendre leur entreprise en 2020. Voilà. Donc, ça, c'est une mesure très favorable. Évidemment, mesure intéressante, mais on a toujours des incertitudes et on se pose toujours 1001 questions, notamment, que se passe-t-il pour les cessions échelonnées ? Que se passe-t-il pour l'arrêt des fonctions de direction, puisque vous devez faire valoir vos droits à la retraite, mais vous devez aussi cesser vos fonctions de direction dans les 2 ans qui précèdent ou suivent la cession. Est-ce que là, pour cesser vos fonctions, vous avez 3 ans ou est-ce que c'est encore 2 ans? Bon, on pense très honnêtement que ça sera 3 ans, ça sera aligné sur le délai pour faire valoir ses droits à la retraite, mais on attend encore clairement les commentaires de l'administration sur le sujet. Voilà. Donc, bonne mesure, en tout cas conjoncturelle, mais c'est quelque chose de très positif. Et ce n'est pas tout. On va voir juste après, on a une autre mesure cette fois-ci, donc dans le slide d'après, qui concerne cette fois-ci les plus-values de cession d'entreprises individuelles ou même pour les sociétés LIS de branches complètes d'activité. Alors, c'est le fameux pour nous, hein, c'est l'article 248 quindecies, mais qui peut faire effectivement des miracles dans certains cas, puisque lorsque donc, vous avez exploité un fonds de commerce ou une branche complète d'activité pendant 5 ans, vous souhaitez la céder à un tiers, vous réalisez une plus-value, et tant mieux. Logiquement, cette plus-value est évidemment taxable, sauf application du 238 quindecies. Cet article-là vous dit, vous cédez, je ne sais pas, un fonds de commerce à 250 000 €, admettons, vous avez le droit, donc si les conditions que je viens de donner sont remplies, à un abattement intégral et donc à une exonération intégrale de la plus-value. Donc ça marche impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et IS. Donc c'est vraiment top comme régime. Par contre, si vous cédez que le prix se situe entre 300 000 € et 500 000 €, l'abattement est partiel. Plus vous vous rapprochez des 500 000 €, plus la plus-value est taxable. Voilà. Là, le législateur nous dit quoi? Les seuils sont relevés et ils sont sacrément relevés. On passe de 300 000 € à 500 000 € pour une exonération totale et surtout, on passe de 500 000 € à 1 million d'euros pour une exonération partielle. Donc ça, c'est vraiment une bonne mesure. On verra ce que ça donne en pratique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une contrepartie entre guillemets. On vous indique, hein, c'est marqué dans le slide, mais la définition de la valeur des éléments transmis est modifiée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On va le voir juste après, dans le slide suivant. Alors, le slide suivant qui ne va pas tarder. Voilà. Nouvelle définition. Jusqu'à présent, ce n'était pas très compliqué. On se disait, bon, la valeur de ce que je transmets pour apprécier le seuil de 300 000 ou 500 000 €, finalement, c'est quoi? C'est le prix de cession ou la valeur vénale, c'est une petite différence. Mais globalement, c'est le prix de cession des éléments transmis, c'est ce que je soumets en fait au droit d'enregistrement, tout simplement. On ne prenait pas en compte notamment tout ce qui était stock, puisque ça ne faisait pas partie du prix du fonds de commerce en tant que tel, tout ce qui était créance, également, client, et tout ce qui était immobilier. C'était à part. OK. Là, maintenant, la définition a changé. Elle va être, à mon avis, beaucoup plus large en assiette. Je vous la livre. C'est le prix stipulé des éléments transmis. Et quand on lit finalement les commentaires de l'amendement qui a amené à ce dispositif-là, on comprend ce que c'est les éléments transmis qui ont contribué à la valorisation du fonds, de l'activité cédée. Ça impliquerait quoi? Ça impliquerait qu'on doive rajouter la valeur des stocks, mais également la valeur de l'actif circulant en généralité, donc des créances clients, et pourquoi pas de l'immobilier. Et là, clairement, si on rajoute l'immobilier, même si on va jusqu'à 1 million d'euros pour un abattement partiel, ça ne va pas le faire. Il restera quelque chose de taxable. Donc voilà, c'est un peu la contre-mesure. Donc on va voir, nous, ce que ça donne en pratique, et notamment, on va attendre avec impatience les commentaires de l'administration, parce que finalement, ça risque de devenir un peu neutraliser l'effet bénéfique du relèvement des seuils. Donc à voir dans les mois et plutôt dans les semaines, j'espère, qui viennent.
Toujours, et c'est le slide d'après, concernant les cédants qui cèdent leur activité. Cette fois-ci, c'est un peu le corollaire, enfin, c'est même complètement le corollaire de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les dirigeants de sociétés soumises à l'IS qui faisaient valoir leurs droits à la retraite. Cette fois-ci, ça concerne les dirigeants, mais d'entreprises individuelles, donc soumises à l'IR, ou bien les sociétés de personnes non soumises à l'IR. Elles ont aussi leur régime propre. Ce n'est pas le 150 ODETER, c'est le 151 C-pièce A. Donc, les mêmes questions se posent. Finalement, le délai donc, pour céder est porté aussi à 3 ans, à 36 mois. Il faut là aussi que le départ à la retraite précède la cession. Et on a exactement les mêmes questions tout à l'heure. On les a résumées dans le slide d'après. C'est quid si on a une cession échelonnée, et quid si la date de départ à la retraite ne coïncide pas avec la date de cessation des fonctions. Donc, on a dans les slides après essayé de faire quelques petites hypothèses un peu visuelles pour qu'on comprenne bien les enjeux. Alors, typiquement, j'ai un départ en retraite donc, entre 2019 et 2021. Je sais que j'ai 3 ans pour céder la société, donc ça, c'est acquis, on l'a bien en tête. Mais la cessation des fonctions de direction, finalement, si elle intervient entre-temps, comment est-ce qu'on la cale? Est-ce qu'on la cale 24 mois après le départ à la retraite ou 24 mois avant la cession? La logique voudrait que finalement, ce qui compte, c'est la date de départ à la retraite, premier des événements, mais on attendra confirmation quand même. On a une autre hypothèse donc, qu'on a envisagée juste après. L'autre hypothèse, donc, c'est j'ai une cessation des fonctions avant le départ à la retraite, puis j'ai la cession de l'entreprise. Donc finalement, qu'est-ce qui compte? La logique voudrait que ce qui compte, c'est la date de cessation des fonctions. C'est le premier des deux événements entre le départ à la retraite et la date de la cessation des fonctions. Mais est-ce qu'à ce moment-là, j'ai 3 ans pour céder ou est-ce que j'ai que 24 mois? On ne sait pas. Comme le dispositif ne parle que de la date de départ à la retraite pour aménager, pour étendre à 36 mois, on est dans le flou. Bon, moi, je n'ai pas trop de doute. Je pense qu'on en bénéficiera quand même, mais on attend. Et enfin, dernier cas de figure. Cas de figure, c'est j'ai un départ à la retraite, j'ai une cession et je cesse mes fonctions de direction après. OK, bon, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'il faut qu'il y ait 36 mois entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions? Ou alors, est-ce qu'on va être hors délai dans ce genre de schéma? Voilà, c'est un peu le flou. Mon avis, on sera bon quand même, mais véritablement, là, il faut attendre les commentaires de l'administration. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que visiblement, c'est pas visiblement, la loi prévoit, comme la loi ne dit rien, pardon, ça s'applique dès les revenus 2021. Donc, ça s'est appliqué aux opérations qu'on a fait l'année dernière. Voilà. Il nous reste encore quelques précisions et j'espère qu'on les aura d'ici la déclaration des impôts, qui est quand même en mai, donc dans quelques mois, mais très peu de mois. Voilà sur ces régimes-là. Dernière mesure, toujours concernant le régime qu'on vient de voir, donc le 151 C-pièce A et puis le régime du 238 quindecies, donc les cessions de fonds de commerce et de branches complètes d'activité. Ce qui est commun à ces deux régimes-là, c'est que lorsque le fonds est donné en location-gérance, ça peut arriver, vous avez donné votre fonds en location-gérance, pour autant vous voulez faire valoir vos droits à la retraite ou bien vous voulez le céder. Logiquement, votre seul acquéreur possible, c'était le locataire gérant. Bon. Le problème, c'est que ces derniers temps, les locataires gérants ils peuvent être un petit peu en défaillance, ce qui fait que vous restez bloqué avec le fonds que vous avez donné en location-gérance. Vous pouvez le vendre à personne d'autre, sinon vous ne pourrez pas bénéficier du régime. Donc, la loi de finances 2022 est venue supprimer finalement cette restriction quant aux acquéreurs potentiels en disant la chose suivante, c'est que finalement, tout à chacun peut être acquéreur d'un fonds donné en location-gérance, soit qu'il poursuive en qualité de locataire gérant, pourquoi pas, soit qu'il poursuive en tant que bailleur, ça peut être aussi ça, vous pouvez prendre la casquette du cédant. 2 conditions. D'une part, ce qui est transmis, ça doit être l'intégralité des éléments faisant l'objet de la location-gérance. Voilà. Et d'autre part, il faut respecter le contrat de location-gérance et notamment s'il y avait une clause prévoyant que l'acquéreur était forcément locataire gérant, donc je ne sais quoi. En tout cas, il faudra jeter un petit coup d'œil. Si ces 2 conditions sont réunies, finalement, vous êtes à nouveau libre de pouvoir céder à qui vous voulez. Et réellement, pour l'avoir vécu dans des dossiers, c'est une très bonne chose. Voilà sur les mesures donc, qui concernent la loi de finances 2022, véritablement pour tout ce qui est cession d'entreprise et donc fiscalité des dirigeants et donc plus particulier puisque le dirigeant reste un particulier. La mesure d'après, donc là, on change complètement d'univers. Oui, totalement. Parce qu'en fait, on va permettre à l'administration d'avoir accès aux opérateurs Internet. C'est-à-dire qu'il y a quand même des conditions pour réglementer ça, puisqu'en fait, il va falloir une autorisation préalable d'un contrôleur des demandes de données de connexion et ça doit être dans le cadre d'une recherche ou d'une constatation d'infraction.
Là où avant, il y avait énormément d'infractions qui étaient permises, qui faisaient partie de ce dispositif, là, la loi de finances, elle vient limiter seulement à 4 types d'infractions et qui entraînent toutes les 4 une majoration de 80% pour justement quand même réduire un peu ce droit de communication, puisque ça vient quand même chercher nos données auprès des opérateurs Internet. Donc, il y a pas mal de choses. Et donc, ces 4 infractions, c'est simplement l'exercice d'une activité occulte, l'insuffisance de déclaration résultant d'un abus de droit ou de manœuvre frauduleuse, l'insuffisance liée à un défaut de déclaration des comptes financiers, des contrats d'assurance vie et des trusts à l'étranger, et l'exercice d'une activité illicite. Oui, parce que jusqu'à présent, en fait, dès l'application de la majoration de 40%, c'est ça. C'est à peu près automatiquement le cas, il faut être honnête. Dès que vous êtes un petit peu en mauvaise foi, on vous colle les 40%. L'administration elle pouvait demander, sur autorisation toujours, mais pouvait demander un droit de communication. Alors que là, c'est vraiment limité à ces 4 infractions-là. Voilà, slide suivant, s'il vous plaît. Et ça sera le dernier conseil concernant la partie particulier. C'est vraiment dédié à tout ce qui est demande de décharge de solidarité. Je vous plante un peu le décor. Vous êtes heureux, vous êtes mariés, tout va bien. Ou vous êtes paxé, hein, plus rien ne va. Vous vous séparez et l'administration fiscale, à un moment, vient vous voir parce que vous avez une dette fiscale. Alors, dette fiscale, par exemple, votre époux, votre épouse n'a pas déclaré tous les revenus. Et comme vous étiez sur le même foyer fiscal, l'impôt qui aurait dû être payé, vous devez solidairement le payer. Bon, moi, j'ai eu le cas pour une cliente, le mari était médecin, elle était infirmière. Ils ont divorcé, ça arrive. Hein. Lui est reparti, il est reparti dans son pays, il n'était pas d'origine française. Ok. Seulement, l'administration fiscale est venue les contrôler malgré tout. Ils ont sacrément redressé les revenus déclarés, parce que visiblement, monsieur ne déclarait pas tout. Puis madame, elle s'est retrouvée à payer la dette. Le problème, c'est que madame, elle n'avait pas un gros salaire, que monsieur était très loin, donc c'est vraiment qu'à elle qu'on demandait. Donc, on a dû formuler une demande de décharge de solidarité qu'on a obtenue, mais vous allez voir, les conditions étaient quand même très restrictives. Déjà, ce qu'on vous demande, c'est qu'il y ait une disproportion marquée entre le montant de votre dette fiscale, votre patrimoine et votre situation financière, en gros vos ressources. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, bon, vous avez une dette fiscale de temps, on enlève la valeur de votre patrimoine. Voilà, typiquement, elle avait un petit appartement qu'elle a dû vendre. Et s'il reste quelque chose à payer, et là, il restait quelque chose à payer, on voit comment vous allez pouvoir payer. Comment on voit comment vous allez pouvoir payer, en gros, on prend vos ressources sur tant d'années, vos charges classiques, première nécessité, et puis on voit combien vous pouvez mettre par an pour rembourser. Alors, ça pouvait aller très loin, puisque la doctrine administrative vous disait qu'on devait apprécier vos capacités financières sur 10 ans. Imaginez 10 ans pour rembourser une dette fiscale qui finalement, dans certains cas, en tout cas dans notre cas, n'était pas due à ma cliente. Bon. En pratique, il regardait ça sur 5 ans. Mais 5 ans, c'était quand même long. Donc là, le législateur est intervenu parce que le Conseil d'État a jugé que la pratique de l'administration était quand même un petit peu abusive. Dorénavant, donc, on garde le cadre de pensée de l'administration. Donc, on regarde la dette fiscale, on enlève le patrimoine et on regarde ce que vous pouvez payer, non pas sur 10 ans ou sur 5 ans, mais sur 3 ans. Ça reste quand même une certaine durée, mais malgré tout, ça reste beaucoup plus tolérable. Et je pense qu'il y aura un peu plus de demandes de décharge en solidarité qui passeront. Voilà. Donc, c'était la dernière mesure dont on voulait vous faire part concernant la fiscalité des particuliers. Maintenant, sur la fiscalité des entreprises, on va commencer par le premier slide, je dirais, le feuilleton qu'on suit depuis des années, et donc la poursuite de la baisse du taux de l'IS. Alors, effectivement, il y a quelques années encore, on était sur notre 33 un tiers fétiche qui ne bougeait pas depuis beaucoup de temps, beaucoup d'années. Puis, on a eu une baisse progressive, et celle-ci, donc, se poursuit et se clôture finalement en 2022, comme vous pouvez le voir, avec un taux d'IS qui est à 25%, qui est relativement unifié. On n'a plus les disparités selon le chiffre d'affaires réalisé. Et on a toujours notre taux d'IS à 15%, donc sur les 38 120 euros de bénéfices lorsque votre chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros. Donc retenez 25%. On verra évidemment si après les élections, il se poursuit, cette baisse, en tout cas si les 25% perdurent. On l'espère, en tout cas ça va dans le sens, je dirais, de l'Union européenne, voire même mondiale, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, ça en tout cas, n'y ont pas touché. Pour l'instant, c'est en place, c'est tant mieux. Alors, une autre mesure intéressante, la fiscalité des entreprises, donc juste après, voilà, et plus précisément des entreprises individuelles.
Alors, vous savez qu'en matière d'entreprise individuelle, vous avez au niveau fiscal, en tout cas, plusieurs régimes, le régime réel, le micro, les auto-entrepreneurs. Enfin voilà, ce n'est pas très, très unifié. Visiblement, au niveau juridique, il y avait aussi quelques disparités. Donc, du coup, là, on a un projet de loi qui est en cours de discussion devant l'Assemblée nationale. En tout cas, ça devait être en début de l'année, qui a déjà été adopté par le Sénat et qui vous dit quoi? Qui va instaurer en fait un régime, un statut unique de l'entrepreneur individuel. Donc, fini ces disparités et les incompréhensions qu'on pouvait avoir parfois tant au niveau juridique que fiscal. Donc, les choses seront unifiées. Pour une fois, au niveau fiscal, on n'est pas à la traîne, puisqu'on a anticipé l'adoption de la loi, du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Et notamment, on a anticipé la suppression du régime de l'EIRL. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a mis en place une EIRL. Je pense qu'on a dû le faire une fois, non, véritablement. Bon, clairement, ce régime est séduisant par deux aspects, notamment parce qu'il permet une option à l'IS, voilà, et également parce qu'il permet d'avoir un patrimoine une affectation du patrimoine professionnel, donc éviter que les créanciers de l'entrepreneur individuel viennent chercher sa résidence principale, l'immobilier qui n'a rien à voir avec l'activité professionnelle. Donc, ça permet un peu de sanctuariser tout ce qui est hors professionnel. Donc, le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante conserve cette sanctuarisation de tout ce qui est hors professionnel en prévoyant un patrimoine d'affectation bien dédié. Donc, ça, c'est conservé. Et puis, donc, la loi de finances pour 2022 conserve l'aspect attractif de l'EIRL, en tout cas l'intérêt de l'EIRL, qui était de pouvoir opter à l'IS. Donc, comment va se faire cette… Alors, déjà, qui est concerné? Donc, on va le voir juste après. Finalement, dans le slide d'après, on voit que toutes les catégories d'activités sont concernées, que ce soit BIC, BA, BNC. Ce qu'il faut évidemment, c'est opter pour le régime réel d'imposition. On comprend que quelqu'un qui est au micro ne peut pas opter pour l'IS, ça paraît évident, mais il vaut mieux le dire quand même. L'exercice de l'option en elle-même, donc elle sera valable 5 ans. Passé 5 ans, si vous n'avez pas dénoncé, vous êtes à l'IS jusqu'à la fin de votre activité. Donc, vous avez cette fenêtre de tir de 5 ans finalement pour voir si l'IS vous correspond pas. Les modalités d'option, on ne les connaît pas encore. On va attendre, on verra si c'est calqué ou pas sur ce qui se passe pour l'URL. Alors, concrètement, vous optez. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va le voir juste après. En fait, vous optez en fait pour le régime de l'URL. Vous êtes assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui fait qu'automatiquement, vous passez à l'IS. Voilà. Est-ce que ça sera assimilé à une cessation d'activité et donc à la taxation des plus-values latentes, notamment des bénéfices non encore taxés? Certainement. On attend que l'administration nous confirme. On verra à ce moment-là si les régimes qui permettaient d'atténuer l'effet de la cessation d'activité pour le IRL s'appliquera également pour l'entreprise individuelle qui aura opté pour l'IS. On attend. Et ça aura aussi pour effet, si vous aviez des biens personnels qui migrent du fait de cette option à l'IS vers votre patrimoine professionnel, on va voir, ça devrait normalement également entraîner l'application du régime des biens migrants. Mais là, on a un régime fiscal bien particulier, ce qui fait que vous n'avez pas d'imposition immédiate. Donc là, je dirais que c'est quand même en neutralité. Autre chose concernant donc, cette option à l'IS pour les entrepreneurs individuels, juste après, dans le slide d'après, et ça, c'est le gros avantage, je pense, deux gros avantages, je pense, pour tous ceux qui pourraient, pour les entrepreneurs individuels qui pourraient y réfléchir. D'une part, lorsque vous êtes taxé au barème progressif de l'impôt en tant qu'entrepreneur individuel, donc soumis à l'IR, ça peut avoir un intérêt si finalement le taux de l'IS est inférieur. Et là, il est quand même à 25%. Premier intérêt pour eux, pour ce public-là. Et deuxième intérêt également pour les entrepreneurs individuels qui finalement ne prennent pas le bénéfice, ne le mettent pas dans leur poche, mais réinvestissent dans leur activité, puisque jusqu'à présent, qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, ils sont taxés au barème progressif. Là, ils seraient taxés à l'IS, et pour ce qu'ils pourraient prendre, donc l'équivalent de dividendes, peut-être même qu'on appellera ça des dividendes, ils seront soumis bien évidemment à la flat tax, donc vraiment, on assimile à l'EIRL soumis à l'IS. C'est vraiment c'est flagrant. Et aux cotisations sociales aussi. Vous savez que quand vous dépassez pour les EIRL 10% du capital, lorsque votre dividende dépasse 10% du capital, sur ce qui dépasse, vous avez les cotisations sociales. Là, il n'y a pas de capital, donc on ne prendra pas ça comme référence. On prendra le bénéfice imposable de l'entreprise, certainement de N-1, mais vous aurez ces cotisations sociales. Donc, on a vraiment une assimilation finalement avec une EIRL classique.
les avantages, les inconvénients, mais je pense que réellement, pour tous ceux qui sont fortement taxés sur leur revenu et qui n'ont pas forcément envie de basculer en société, on a ce gros avantage tout de même. Et en tout cas, cette fenêtre de tir de 5 ans permettant de juger si c'est intéressant ou pas. Alors, justement, sur la fenêtre de tir, donc, ce que je vous disais juste après, dans le slide d'après, il y a une possibilité donc, de révocabilité pour l'IS, donc jusqu'à le 5e exercice, suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. La renonciation est définitive, mais bon, on peut se dire que vous avez quand même 5 ans pour tester. Et si vraiment vous voulez l'IS, bah, vous vous mettrez en société. Hein, il y a des régimes de faveur permettant de faire un apport à une société à l'IS. Si vous renoncez, bah, vous restez assimilé à une ERL, mais une ERL soumise à l'impôt sur le revenu, donc pas de grosses conséquences. Voilà. Et quant à l'applicabilité, à l'application de ce dispositif, bah, on va déjà attendre que le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante sera voté. Et lorsqu'il sera voté, bah, ce régime sera ouvert donc, pour les entrepreneurs individuels intéressés. Donc, c'est plutôt intéressant. Je pense que ça va un peu simplifier les choses parce qu'entre le ERL, l'auto-entrepreneur, le micro, le pas micro, c'était peut-être un peu brouillon pour certains entrepreneurs individuels, hein, dont c'est pas fiscaliste ou juriste, c'est pas le métier. Là, au moins, ça a l'avantage d'unifier les choses. Vous êtes à l'IS, vous optez pas pour l'IS, voilà. Les choses seront beaucoup plus claires. Alors, mesure suivante, cette fois-ci. Alors, la mesure suivante, c'est sur les prolongations des délais d'option pour un régime réel et de renonciation. Donc là, il y a en matière de BIC, en matière de BNC et en matière de BA, mais on va se concentrer que sur les BIC et les BNC. Donc, pour les BIC, en fait, ça concerne les entreprises qui se relèvent de plein droit du régime micro-BIC. Donc, ça exclut les sociétés qui sont de plein droit du régime réel simplifié. Donc, en fait, là, le régime actuel, c'est si je souhaite opter pour un régime réel ou y renoncer, j'ai jusqu'au 1er février de l'année N-1. Si je suis une nouvelle entreprise et que je souhaite opter, j'ai dans les 15 jours du début de mon activité pour pouvoir opter. Et là, en fait, la loi de finances vient rallonger ces délais un petit peu pour aller jusqu'au délai de dépôt de déclaration des revenus pour l'option. Et pour la renonciation, c'est jusqu'au délai de dépôt de la déclaration des résultats. Donc, la 2031. Et donc, si on va sur le slide d'après qui récapitule un petit peu tous les régimes, en fait, si on prend un exemple simple, aujourd'hui, je suis au microbic, donc je suis à l'année N. Je souhaite, lors de la déclaration de mes revenus N, en fait, opter pour un régime réel. Donc, j'aurai en fait vu que je déclare mes revenus toujours une année plus tard, j'aurai jusqu'au dépôt de ma déclaration 2042, donc en 2023, en mai-juin 2023, pour pouvoir opter. Alors qu'avant, j'aurais dû le faire avant le 1er janvier 2023. Voilà. Pour les BNC qui est sur la slide d'après, là, donc ça concerne les contribuables pareils qui relèvent de plein droit du micro-BNC. Donc là, le régime actuel, en fait, s'ils opter pour la déclaration contrôlée, ils ont jusqu'au dépôt de la déclaration 2035 et au 1er janvier 2022, ça ne change pas. Par contre, pour la renonciation, comme pour les BIC, en fait, il fallait dénoncer l'option avant le 1er février de l'année pour lequel, de l'année antérieure à l'année où on veut que ça s'applique. Et là, en fait, on fait pareil. Pour pouvoir renoncer à cette option, en fait, on a jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats, donc c'est 2035, pas 2031, comme il est marqué sur le slide, de l'année en fait, où on souhaite dénoncer. Donc, comme le même exemple, si aujourd'hui, pour l'année N, je souhaite renoncer à ma déclaration contrôlée, dans ce cas-là, lors du dépôt de la déclaration qui va se faire en mai 2023, je devrais dénoncer mon option. Alors qu'avant, j'aurais dû le faire pareil avant le 1er février de l'année. Donc, le slide, juste après, ça reprend ces différentes anciennes règles et nouvelles règles. Donc là, pour les BNC, en fait, la seule règle qui change, c'est pour la renonciation. Donc, en fait, tout est prolongé. On passe du 1er février au dépôt soit de la déclaration des revenus, soit de la déclaration de résultats. Voilà, pour cette mesure. Alors, on a une mesure un peu technique, juste après, qui concerne les JE. Décidément, celle-ci, on l'oublie à chaque fois. Donc, voilà. Là, en fait, c'est simple. La seule chose qui change, c'est dans les conditions en fait, qui sont nombreuses, il y en a quelques-unes qui sont répertoriées sur le slide. En fait, il fallait que l'entreprise ait moins de 8 ans et pouvait en bénéficier pendant 8 ans. Aujourd'hui, en fait, on étend ce régime-là
et on peut en bénéficier jusqu'à 11 ans. Sachant que ça donne des avantages fiscaux assez importants, puisqu'en fait, ça exonère la première année une exonération totale des bénéfices, et les années suivantes, c'est 50%. J'attire juste l'attention sur le fait que cette extension en fait, du statut ne touche pas du tout les autres points d'exonération. Parce que, par exemple, il y a une exonération facultative des impôts locaux et des charges patronales pendant 7 ans. Ça ne bouge pas, ça reste 7 ans. Mais par contre, le régime, on peut en bénéficier pendant 11 ans. Donc, oui, c'est un peu particulier parce qu'en gros, vous n'allez pas bénéficier d'une exonération pendant 11 ans. Hein. Non, en gros, c'est le législateur. Non, mais c'est assez particulier. Le législateur vous dit, en gros, sous l'Ancien Régime, vous aviez le JE, vous aviez 8 ans pour faire un bénéfice permettant d'avoir une exonération totale, une fois une exonération totale partielle, une deuxième fois. Donc, en gros, vous avez 8 ans pour faire 2 fois du bénéfice. Là, on vous dit, vous avez 11 ans. Bon, j'espère quand même qu'au bout de 11 ans, effectivement, ils réussiront à... Ouais, parce que c'est quand même assez particulier. Donc, voilà, ce n'est pas un renforcement, finalement, des taux de réduction. C'est juste qu'on vous donne un peu plus de temps pour faire du bénéfice, pour bénéficier de la mesure. Bon, on va espérer qu'ils ne prorogent pas encore une fois, parce que c'est pas possible quand même. Donc, son carry-back ou report en arrière des déficits. Alors, l'idée, c'est que vous faites un déficit l'année N. Bon, vous allez pouvoir l'imputer sur les bénéfices des années futures de manière indéfinie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'est pas perdu. Vous allez pouvoir économiser de l'impôt à un moment ou à un autre. Sauf que vous pourriez vous dire aussi, l'année N, donc je fais du déficit, mais peut-être que l'année N-1, j'ai fait du bénéfice. Et là, pour le coup, en période de Covid, ce n'est pas complètement ubuesque comme situation. Donc, le report, le régime du report d'imposition, le report en arrière des déficits ou du carry-back, vous permet d'utiliser le déficit et l'imputer sur le bénéfice de l'année N-1, alors dans la limite évidemment du plus faible montant entre le montant du bénéfice, hein, évidemment, et puis 1 million d'euros. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Sauf qu'on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, on ne peut pas juste se dire, je prends le déficit, je l'impute sur l'intégralité de mon bénéfice de N-1. Bon, déjà, on voit qu'il y a une restriction d'1 million. Et puis surtout, on s'aperçoit que ce n'est pas tout le bénéfice qui peut servir de bénéfice d'imputation. Alors, d'une part, le bénéfice d'imputation tant que plus-value à long terme, donc tu as un taux réduit, ou bien qui est taxé en tant que, parce qu'il correspond à de la propriété intellectuelle, donc là aussi, il y a un taux réduit, donc tout ce qui est taux réduit ne peut pas servir de bénéfice d'imputation pour la faire courte, et également, bien évidemment, le bénéfice qui a été exonéré, par exemple, parce que vous vous situez en zone franche. Bon, déjà, on voit que ça réduit. De la même manière, également, on vous disait, ne pouvait pas servir de bénéfice d'imputation, ce qui avait donné lieu à de l'impôt payé grâce à un crédit d'impôt. Oula, ça réduisait pas mal. Là, on vous rajoute juste encore une limite, finalement. Lorsque vous avez du bénéfice qui a donné lieu à de l'impôt payé avec une réduction d'impôt, typiquement du mécénat, et bien là aussi, vous ne pourrez pas bénéficier, vous ne pourrez pas vous en servir comme bénéfice d'imputation. Donc, c'est un petit peu technique. Ce qu'il faut en retenir, c'est que finalement, lorsque vous voulez faire du carry-back, regardez bien votre bénéfice d'imputation, parce qu'il ne correspond pas forcément au bénéfice imposable de N-1. Vous voyez bien qu'il y a pas mal de limites, et surtout, ces limites s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, pour la limite concernant les réductions d'impôts, donc également pour les sociétés qui ont clôturé là. Elles ne le savaient pas, mais elles ont cette limite-là. Voilà. Ça, c'était pour le carry-back. Juste après le carry-back, on a une autre mesure donc, concernant le crédit d'impôt innovation. Oui, alors le crédit d'impôt innovation, c'est un peu le cousin du CIR. Ça concerne en fait des dépenses en recherche et développement pour les conceptions de prototypes de nouveaux produits. C'est quelque chose qui est un petit peu plus technique. Et comme le CIR, en fait, on va pouvoir utiliser ce crédit d'impôt pendant 3 ans. Et si on ne l'utilise pas, au bout des 3 ans, on peut demander à être remboursé par l'État. Donc, il y a certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. Et sur le slide juste après, en fait, on va voir ce qui change. Tout simple, il n'y a pas énormément de choses qui changent. En fait, il y a le montant maximum des dépenses. Celui-là, il ne change pas. C'est toujours 400 000 euros. Par contre, en fait, la loi de finances a supprimé, pour se conformer en fait, à la législation européenne, les dépenses forfaitaires. Alors, c'est des dépenses. Avant, on pouvait prendre en compte des dépenses forfaitaires de fonctionnement. Voilà, merci. Et donc, pour compenser ça, le législateur vient rehausser le taux de réduction de 20 à 30%. Et donc, le montant maximum annuel du C2I passe de 80 000 à 160 000.
La loi de finances prolonge aussi ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 et ces nouveaux taux s'appliquent au 1er janvier 2023. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur le crédit d'impôt. À part ça, il n'y a rien qui change. D'accord. C'est un peu, oui, c'est un peu le petit Cousin du crédit d'impôt recherche, finalement, il perdure. Il est modifié, en tout cas, le taux est rehaussé, mais l'assiette, finalement, sur laquelle on calcule est réduite. Bon, OK. Au moins, on est conforme au droit européen, donc c'est déjà ça. On a alors une mesure nouvelle concernant l'amortissement temporaire du fonds commercial. Alors, déduction de l'amortissement temporaire au niveau fiscal du fonds commercial. Alors, c'est effectivement une mesure très, très, très conjoncturelle parce que concrètement, l'idée, c'est d'encourager l'acquisition de fonds commerciaux, de fonds de commerce. Comment faciliter, en tout cas encourager, peut-être avec un petit coup de pouce fiscal, et notamment donc, pour l'acquéreur, la possibilité d'amortir fiscalement l'amortissement d'un fonds de commerce et donc la possibilité de baisser l'IR global. Bon. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, déjà, un fonds commercial, on n'a pas dit fonds de commerce, on a dit fonds commercial. Le fonds commercial, en fait, c'est une composante du fonds de commerce. Il comprend tous les éléments dont l'évaluation, dont l'inscription au bilan ne peuvent pas être individualisés et qui participent pour autant à la progression, au développement de l'activité. Pour vous la faire courte, hein, c'est la clientèle, ça va être le non commercial, ça va être l'enseigne, ça va être les parts de marché. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus concret. L'idée, donc, c'est que logiquement, ce fonds commercial, il a une durée de vie qui est illimitée. Ça, c'est le principe. Par contre, ça, c'est le principe comptable. Par contre, on sait très bien que certains fonds commerciaux, finalement, aussi ont une durée de vie limitée, tout simplement parce que, par exemple, ils sont liés à une autorisation administrative dont elle sait qu'elle va s'arrêter à telle date ou dont on sait qu'elle va s'arrêter à un moment, mais elle va s'arrêter. Donc, on va voir juste après au niveau fiscal, dans le slide d'après, par contre, pour prendre en compte cette réalité, au plan comptable, on autorise par exception l'amortissement du fonds commercial. Donc, sur la durée de vie présumée du fonds commercial, ou alors, si elle n'est pas connue, si on n'arrive pas réellement à dater la fin de l'utilisation de son fonds, sur 10 ans. Voilà. Pour les petites entreprises, par contre, on ne vous demande pas finalement de démonstration de durée de vie limitée ou quoi que ce soit. On considère que vous avez la possibilité d'amortir comptablement le fonds sur 10 ans, voilà, sans autre justificatif à apporter. Donc ça, c'est au niveau comptable, une possibilité d'amortir s'il y a des éléments prévisibles de fin ou de durée de vie du fonds, sauf si vous êtes une petite entreprise. Petite entreprise, c'est 2 des 3 seuils, 50 salariés, moins de 12 millions de chiffre d'affaires et moins de 6 millions de bilan. Donc c'est des petites, mais bon, quand même des entreprises qu'on connaît pas mal, qu'on rencontre souvent. Cette possibilité est limitée aux acquisitions de fonds commerciaux, donc les fonds commerciaux que vous avez acquis. Et bien entendu, s'il n'y a pas d'indice prévisible de fin de vie, entre guillemets, de votre fonds commercial, mais malgré tout une dépréciation, vous gardez la possibilité de passer une provision. Donc ça, c'est au niveau comptable. Au niveau fiscal, comme on va le voir juste après, les choses étaient beaucoup plus claires jusqu'à présent, puisque finalement, l'administration nous disait vous passez tout ce que vous voulez au plan comptable, au plan fiscal, ce n'est pas déductible. Point barre. Alors, point barre, le Conseil d'État est quand même venu un petit peu assouplir, ou en tout cas ouvrir un petit peu la porte. Dans certaines circonstances, il admettait malgré tout la déduction fiscale de l'amortissement comptable qui avait pu être passée. Là, maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Il y a 2 écoles. Alors, l'école, j'ai envie de vous dire, de tous les jours. Donc, en tout cas, pour les acquisitions de fonds commerciaux avant le 1er janvier 2022 et les acquisitions de fonds commerciaux après le 1er janvier, après le 31 décembre 2025, ce qu'on vous dit, c'est que fiscalement, l'amortissement comptable que vous avez pu passer n'est pas déductible. Point barre. On verra si le Conseil d'État ne rebondit pas non plus, mais en tout cas, là maintenant, c'est inscrit dans la loi. Donc, je pense que c'est plutôt assez clair. Par contre, donc, pour les fonds, le fonds commercial qui a pu être acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, ce qu'on vous dit, c'est que si comptablement, on a une provision qui a été une dotation aux amortissements qui a été passée, hein, donc comptablement, fiscalement, elle sera déductible. Voilà, donc c'est là l'intérêt, c'est ce que je vous disais tout au départ. Si c'est déductible finalement, fiscalement, ça fait un bénéfice taxable moindre et donc un IS moindre.
Donc, c'est ça un peu l'appât, en tout cas, du législateur pour favoriser les transmissions de fonds commerciaux. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est l'idée. Alors, tout le monde n'est pas concerné par la mesure, puisque notamment tout ce qui est BNC, l'acquisition de fonds libéraux, sont exclus de la mesure, malgré les amendements qui ont pu, enfin, les recours, les amendements qui ont pu être déposés, ça n'a pas été pris en compte. Donc, seuls sont concernés finalement les entreprises soumises à l'IS. Également, les entreprises relevant du régime BIC sous un régime réel d'imposition, on s'en doute, sont notamment également, par voie de conséquence, exclus les artisans, puisqu'ils ne relèvent pas du plan comptable général. Vous voyez, c'est quand même assez limité finalement dans la durée. Il y a un mécanisme qui est prévu pour l'articulation avec les provisions qui peuvent être passées comptablement, puisque concrètement, c'est assez complexe, mais concrètement, s'il y a un amortissement qui est passé comptablement, qu'en plus on a une provision qui est passée comptablement, la provision qui est passée comptablement vient réduire la base d'amortissement, donc comptablement c'est géré. Par contre, fiscalement, il faut reprendre la provision, donc ça on va le faire sur la durée de l'amortissement, mais on devra pouvoir déduire on va pouvoir constater un amortissement dérogatoire pour pas que la mesure soit neutralisée. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur évoquer ça plus en détail, mais on va passer sur cet aspect peut-être un peu trop technique. Juste pour revenir donc, sur le slide d'avant, avant de passer à la TVA, donc régime intéressant, donc période de plus ou moins limité en 2 tiers, 1er janvier 2022, 31 décembre 2025. On attend des précisions parce que logiquement sont concernées donc, les acquisitions de fonds de commerce. Qui dit acquisition dit achat à titre onéreux, ça d'accord, mais ça peut être aussi acquisition par voie d'apport ou par voie de fusion. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, se posent d'autres questions techniques concernant le Mali technique notamment. Donc ça, il faudra qu'à un moment ou à un autre, l'administration ou les juridictions tranchent le point parce que ça va forcément être soulevé. On attend les commentaires là-dessus. Bon, voilà, quelques points encore à confirmer, mais quelque chose, voilà, un régime plutôt intéressant, en tout cas pour ceux qui avaient la volonté d'acquérir des fonds commerciaux, c'est une aubaine, donc saisissez-la. Alors, maintenant, passons à la TVA. Alors, la TVA, on a retenu cette mesure-là parce qu'elle est un peu contraire à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. C'est la TVA sur les livraisons de biens. En matière de TVA, quand vous avez une livraison de biens, ce n'est pas très compliqué. La TVA devient exigible. Donc, elle est collectée, elle est reversée au trésor public par le vendeur et elle est déductible par l'acquéreur, donc celui qui paye le prix, au moment du fait générateur qui correspond à la livraison ou tout du moins le transfert de propriété du bien. Donc ça, ce n'était pas très compliqué. Ce que vient vous dire la mesure, c'est que finalement, en cas d'acompte payé, donc avant même la livraison de biens, si un acompte est payé, à ce moment-là, l'exigibilité de la TVA intervient au titre de cet acompte au moment de son encaissement. Donc, c'est un peu le même système qu'on a avec les prestations de services. C'est pas même pas un peu, c'est le système qu'on a avec les prestations de services. Dès lors que votre client vous paye un acompte pour une livraison de biens, à ce moment-là, l'exigibilité de la TVA intervient. Donc, les commentaires sur cette mesure vous disent c'est favorable finalement à l'acquéreur parce qu'il pourra déduire plus rapidement la TVA sur l'acompte qu'il a payé. C'est vrai, c'est une certitude, mais c'est aussi favorable au trésor public puisque parallèlement, il pourra collecter plus rapidement également la TVA. Donc voilà. Bon, petite parenthèse fermée. Donc, cette mesure vise en fait à se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne et ça sera applicable à partir du 1er janvier 2023, tout simplement le temps de laisser à nos logiciels comptables la possibilité de se mettre à jour et puis d'accepter cette nouvelle disposition de la mesure et en tout cas en matière de TVA. Voilà. Alors, mesure d'après, donc, qui pour le coup ne concerne pas la TVA. Sûr, marqué, on n'est pas loin, ça concerne les déclarations d'échange de biens. Alors, les déclarations d'échange de biens, pour ceux qui les pratiquent, ils savent que ça concerne en fait toutes les opérations de livraison intracommunautaire pour laquelle, en tant que vendeur, vous êtes exonéré de TVA. Donc, la DEB, la déclaration d'échange de biens, elle a 2 vocations. D'une part, une vocation statistique, ça permet au niveau de l'Union européenne de connaître finalement le pourcentage d'échanges, l'intensité des échanges intracommunautaires. Premier volet. Et puis surtout, pour l'administration fiscale, elle permet de vérifier que si vous prétendez à l'exonération parce que c'est une livraison intracom, dans l'autre État, c'est bien taxé à la TVA. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de trous dans la raquette. Donc,
il y a un autre, donc, à part le côté statistique, il y a un autre onglet, entre guillemets, qui est un état récapitulatif des clients, donc avec le montant des transactions, le numéro d'identification à la TVA des clients. Voilà. Donc, elle a ces deux aspects-là. Donc, finalement, là, ce qu'on vous dit avec cette séparation des deux volets, comme le nom l'indique, effectivement, on va avoir une séparation physique. Maintenant, les deux volets vont faire l'objet de procédures distinctes. Alors, tout ce qui est déclaration statistique, donc ça ne sera plus à faire tous les mois, ça sera fait sous forme d'échantillonnage. Vous serez contacté par l'administration des douanes pour participer à cette déclaration statistique. Par contre, pour l'état récapitulatif, donc il faudra bien toujours le faire tous les mois, obligatoirement par voie électronique, toujours avec l'obligation de conserver les justificatifs pendant 6 ans. Voilà. Alors, quelle forme? On vous indique que c'est à partir du 1er janvier 2022. Quant au délai, ils ne sont pas très clairs. Autant on a des indications pour la déclaration, pour l'enquête statistique, autant pour l'état récapitulatif, on n'a pas d'indication, en tout cas à date. Nous, on n'en a pas connaissance. Visiblement, cet état récapitulatif devrait être transmis dans les 10 jours ouvrables suivant le mois de référence. Donc, logiquement, si l'exigibilité est intervenue en janvier 2022, il faudrait la transmettre dans les 12 jours ouvrables suivants, donc en mi-février ou plus tard. Bon, on attend un peu plus de précision là-dessus, mais voilà, ça va changer les pratiques. Finalement, ça ne change pas trop le fond, mais ça va vraiment changer les pratiques et puis peut-être échanger quand même, alléger un petit peu tout ce qui était déclaration statistique périodique, puisque tout le monde ne sera pas automatiquement concerné. Voilà. Juste pour rappel quand même, les DEB, au-delà de l'aspect purement déclaratif, depuis le 1er janvier 2020, si vous ne faites pas les DEB, vous ne pourrez pas bénéficier de l'exonération pour les livraisons intracom. Donc, ça reste quand même quelque chose de très important. Donc, il faut quand même être attentif à cette réforme-là, donc qui vise à séparer les deux procédures pour ne pas risquer de perdre cette exonération pour vos livraisons intracom. Voilà pour l'aspect TVA. Normalement, on en a fini. Alors, slide suivante. La plateforme de mobilité. C'est ça. Donc, en fait, c'est une taxe qui a été introduite par la loi de finances et qui vise en fait à financer l'ARPE, qui est l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. En fait, cette taxe, elle vise, donc c'est une taxe assise sur le chiffre d'affaires, réalisée par les exploitants de plateformes numériques dans le secteur du transport de passagers ou de livraison. Donc, en fait, concrètement, ça vise, par exemple, les plateformes de Uber Eats, Deliveroo ou Uber tout court, parce qu'en fait, pour rentrer dans le champ d'application, il faut que ce soit un service qui soit fourni en France et qui mette en relation des personnes par le biais de plateformes numériques et qui réalise des opérations économiques sous certaines conditions cumulatives. Donc là, il y a pas mal de conditions pour rentrer dans le champ de cette taxe. Mais en fait, ça vise par exemple les prestations incluant un transport de passagers au moyen d'un VTC. Donc là, on exclut déjà par exemple les taxis ou une livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à 2 ou 3 roues. Donc là, par exemple, c'est les livraisons de repas à domicile. Le taux, il est fixé annuellement, mais ça sera dans la limite de 0,5%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la taxe s'applique dès 2021. Et donc là, les gens vont devoir estimer les montants qu'ils ont en 2021 et les communiquer avant le 15 février 2022. Et la taxe, elle sera fixée définitivement pour les revenus 2021 à peu près le 15 mars 2022. Donc, pour l'instant, il y a une taxe. Ils vont devoir l'appliquer, mais ils ne savent pas trop de combien elle va être. Mais il n'y a pas énormément d'informations pour l'instant. D'accord. Ça reste encore un petit peu flou. Un peu flou, effectivement. Mesure, alors cette fois-ci, donc juste après, concernant le plafonnement des sanctions aux infractions en matière de facturation. Alors, on a parfois des professionnels qui oublient de facturer. Enfin, plus ou moins, ils oublient d'émettre la facture. Alors, on peut en sourire, hein, évidemment, mais malgré tout, les enjeux ne sont pas indolores, puisque si l'administration vous repère, l'amende est quand même de 50% du montant de la transaction. Donc, ce n'est pas rien. Et si, dans les 30 jours d'une mise en demeure, vous justifiez que ça a bien été comptabilisé, vous n'avez pas émis la facture, mais ça a bien été comptabilisé, c'est ramené à 5%. Soit. Malgré tout, on s'aperçoit que dans tout ça, 50%, 5%, on n'a pas de plafond.
Et ça peut, même avec 5%, conduire à des sommes assez importantes sur un exercice. Le Conseil constitutionnel, saisi de ces sanctions-là, a considéré que l'absence de plafonnement posait problème. Le législateur a rebondi, et c'est la loi de finances donc, qui le met par écrit, en tout cas qui le matérialise, puisque à partir donc, du 1er janvier 2022, l'amende de 50% perdure, l'amende de 5% perdure. Alors, petite nuance quand même, vous aviez 30 jours suivant une mise en demeure pour prouver que l'opération était bien comptabilisée et donc obtenir, entre guillemets, uniquement une amende de 5%. Là, maintenant, vous n'avez plus de délai. Donc, vous pouvez produire ce justificatif par le biais même d'une réclamation, au-delà d'un délai de 30 jours. Ça, déjà, c'est une première atténuation. Et surtout, on a des plafonds qui sont instaurés. Donc, pour l'amende de 50%, on vous indique que le plafond de l'amende ne peut pas dépasser 375 000 € par exercice. C'est une somme, certes, mais avant, il n'y avait pas de plafond. Ce qu'on vous dit également, pour l'amende de 5%, c'est 37 500 €. Voilà. Donc on voit que là, on commence déjà à mettre des bornes qui permettent un petit peu de s'orienter quant à l'éventuel impact de ces sanctions-là. Autre chose, et visiblement, il y a un problème au niveau de la rédaction de l'article, mais on pense que ça concernerait véritablement uniquement l'amende de 5%. Ce qui devrait pouvoir être appliqué, c'est la possibilité de faire une procédure de régularisation. Donc, comme en matière d'IFU, si vous régularisez spontanément ou alors dans les 30 jours d'une mise en demeure, et que vous expliquez que oui, il y a une infraction, mais c'est la première au cours de l'année civile et des 3 précédentes, l'amende de 5% pourrait être enlevée. Voilà. On attendra un peu plus de précision, parce que comme je vous disais, il y avait un problème de rédaction, un renvoi à un alinéa qui n'existe pas. Donc, on verra comment ça retombe finalement. Mais ça permet en fait tout simplement d'avoir quelque chose de plus raisonnable, en tout cas de quantifiable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Dernière mesure, enfin. Oui. Donc, la dernière mesure qu'on va présenter aujourd'hui, c'est en fait la possibilité que donne l'administration fiscale, enfin plutôt le législateur, aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre des informations à l'administration fiscale lorsqu'ils suspectent une fraude ou une évasion fiscale, etc. Ça concerne tout type de renseignements ou documents. Donc, par exemple, ça peut être les registres d'assemblée, les registres de mouvement de titres, etc. Mais ça reste une faculté et ça doit être spontané. Donc, ça doit venir des greffiers des tribunaux de commerce. Donc, l'administration fiscale, aujourd'hui, ne peut pas les forcer. A contrario, il y a déjà un droit de communication qui existe au niveau de l'autorité judiciaire. Et dans ce cas-là, eux, ils ont l'obligation de fournir des informations lorsqu'ils suspectent une fraude fiscale ou autre. Alors que là, ça reste, pour l'instant, facultatif. D'accord. Donc, les greffiers peuvent être des indiques, mais seulement s'ils le veulent, en résumé. Okay. Bon, voilà. C'était le dernier slide donc, consacré à la loi de finances pour 2022. Donc, comme vous l'avez vu, elle est beaucoup plus légère que d'habitude. Il y a quand même quelques mesures qui sont intéressantes pour les indépendants, notamment pour tout ce qui est transmission. Et puis également la possibilité d'avoir un régime enfin unifié concernant les entrepreneurs individuels et l'option pour l'IS. On va passer maintenant donc, à l'intervention d'Anne-Françoise Né-Laplace concernant la loi de financement pour la sécurité sociale qui, je ne doute pas, est palpitante. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai 2 parties dans mon intervention. J'ai une partie sur la loi de finances pour 2022, mais uniquement sur les aspects sociaux. Johanna et Anaïs vous ont brillamment exposé toute la partie fiscale sur ce dispositif. Et puis, on verra un certain nombre d'éléments sur la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2022. Alors, vous avez effectivement le sommaire concernant les aspects sociaux de la loi de finances pour 2022. Alors, de façon pas très originale, on va rester sur les premières mesures, on va rester sur des mesures qui sont liées à la crise sanitaire et qui sont liées au Covid. Et la première mesure concerne l'activité partielle et l'APLD. Donc, sur le premier slide, et le premier texte qui nous intéresse, le premier texte que j'ai retenu, c'est l'article 207 de la loi de finances pour 2022, puisque, vous le savez, à partir du mois de mars 2020, nous sommes passés en période de confinement. Beaucoup d'entreprises,
jusqu'au mois de mai ont été placés en activité partielle et on a redécouvert le dispositif de l'activité partielle, alors qui existait, hein, on avait un texte légal, on avait des dispositions légales, mais on a redécouvert ce dispositif à compter du 17 mars 2020. Et on s'est posé effectivement un certain nombre de questions. Je vous avoue que me concernant en droit du travail, les 3 premières semaines du mois de mars et avril 2020, je n'ai eu que des questions sur l'activité partielle. Donc, on a redécouvert ce dispositif, on a adapté un certain nombre de règles en matière d'activité partielle parce que tout n'avait pas été traité, tout n'avait pas été vu, en particulier concernant un certain nombre de salariés, pour des salariés qui avaient des durées du travail ou qui avaient des contrats spécifiques. Donc, on a eu une adaptation des dispositifs qui pouvaient exister jusqu'à présent. Et ces dispositifs qui ont été mis en place notamment par l'ordonnance du 27 mars 2020, qui ont été prolongés par une ordonnance du 31 décembre 2020, eh bien, ces dispositions qui ont été mises en place, elles sont prorogées, elles sont pérennisées concernant justement ces salariés qui ont des durées du travail et des contrats de travail spécifiques. Et ces dispositions sont pérennisées puisque vous voyez dans le premier cadre que vous allez les retrouver dans le Code du travail et que vous allez les retrouver notamment aux articles 5122-3 du Code du travail à 5122-6 du Code du travail. Et elle s'applique à l'activité partielle, mais quelle que soit l'activité partielle que l'entreprise va mettre en place. Donc, que ce soit le droit commun, que ce soit la PLD, ou que ce soit par exemple pour des personnes qui sont tenues de garder leur enfant. Et ces dispositions spécifiques que l'on va voir perdurer, eh bien, elles concernent, vous voyez, notamment les cadres dirigeants. On va continuer à utiliser le dispositif de l'activité partielle pour les cadres dirigeants. Alors, cadres dirigeants, attention, hein, on est bien pour des gens qui ont le statut de salarié. Mais ce sont des collaborateurs dont on ne peut pas mesurer la durée du travail, qui ont une autonomie, une indépendance et qui ont notamment une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise et qui font partie également souvent du comité de direction. Donc, le dispositif de l'activité partielle, alors ça avait été un petit peu compliqué au départ quand on a redécouvert l'activité partielle. On nous a dit qu'ils ne peuvent pas en bénéficier, ils peuvent en bénéficier et puis finalement ils peuvent en bénéficier, mais ils peuvent en bénéficier uniquement, vous voyez, en cas de fermeture temporaire de l'établissement ou de partie de l'établissement. Par contre, si vous êtes en activité partielle avec une réduction de votre horaire de travail, ça ne fonctionnera pas. Donc les dispositifs que l'on a aussi en matière de détermination du nombre d'heures qui sont prises en compte pour l'activité partielle, pour l'indemnité et pour l'allocation qui sont versées, on va continuer à les appliquer. Donc ça, vous l'avez pour les salariés qui sont en convention de forfait en heures. Donc ce sont des gens qui ont une convention de forfait en heures et cette convention de forfait en heures, elle est supérieure à 35 heures. Par exemple, quelqu'un que vous avez embauché à 38 heures. Donc on va effectivement continuer à adopter et à fonctionner avec les modalités qui avaient été fixées par les ordonnances. Même chose également pour les salariés en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Pour les salariés qui ne relèvent pas d'un dispositif classique en matière de durée du travail, le VRP, par exemple, n'est pas soumis à la durée du travail. Donc, on va continuer à appliquer les règles qui ont été mises en place pour ce type de dispositif. Même chose également pour les salariés qui ont un régime horaire décompté selon un régime d'équivalence. Donc, je vais continuer à appliquer les règles d'indemnisation qui ont été prévues. On attendait un décret pour ce dispositif, puisqu'on a l'article 207 de la loi de finances qui pose le principe de la continuité d'application des règles exceptionnelles que l'on a eues. Eh bien, on a eu le décret le 30 décembre 2021. Voilà, premier effectivement dispositif en matière d'activité partielle. Deuxième point sur l'activité partielle, et c'est le slide suivant. Sur le slide suivant, cette fois, c'est l'article 210 de la loi de finances de 2022. On a l'extension de l'activité partielle à certains employeurs, des employeurs qui sont normalement en dehors du champ
de l'activité partielle, eh bien, ces employeurs-là vont pouvoir continuer à recourir à ce dispositif au titre de l'année 2022. Alors, vous voyez, c'est sur la colonne de droite, c'est le cadre à droite. Vous voyez que ce sont quand même des activités particulières, des employeurs dans des domaines d'activité spécifiques. Donc, le premier qui va pouvoir continuer à travailler, à bénéficier du dispositif d'activité partielle, ce sont notamment les salariés des entreprises qui n'ont pas d'établissement en France et qui cotisent au Centre national des firmes étrangères. Le deuxième cas où on va pouvoir continuer à bénéficier de ce dispositif, c'est les régies, excusez-moi, qui gèrent un service public de remontée mécanique ou les pistes de ski ou les cures thermales qui avaient été quand même particulièrement impactées par la crise sanitaire. Et puis également, les EPIC et les groupements d'intérêt public, si les ressources qui résultent de leur activité relèvent en majorité d'une activité industrielle et commerciale. Donc, des activités très spécifiques qui vont pouvoir continuer à bénéficier de ce dispositif d'activité partielle. Et puis, sur l'activité partielle, on a un autre dispositif qui est l'autre slide, le slide suivant. Voilà, qui concerne plus particulièrement l'APLD, l'activité partielle de longue durée. Alors, je ne sais pas si certains ont demandé à bénéficier, ont mis en place ce dispositif, mais ce dispositif est récent et ce dispositif a une utilité particulière puisqu'il va permettre à une entreprise qui est confrontée à une réduction durable de son activité, donc vous avez une baisse d'activité, ça va vous permettre de diminuer l'horaire de travail des salariés et de percevoir pour les heures qui ne sont pas travaillées une allocation en contrepartie d'engagement. Par contre, effectivement, c'est du donnant-donnant. Hein. L'employeur va devoir s'engager et l'employeur va devoir s'engager en matière d'emploi et de formation professionnelle. Par contre, effectivement, quand vous rentrez dans ce dispositif, c'est un dispositif qui, au niveau indemnité, aussi bien l'indemnité qui est allouée aux salariés que l'allocation qui est versée à l'employeur, c'est un dispositif qui est plus intéressant que l'activité partielle classique. Donc, réduction d'activité, donc ça peut être effectivement, vos usines, par exemple, ne tournent pas comme elles devaient tourner et vous allez décider de mettre en place ce dispositif. Alors, vous pouvez le mettre en place, vous voyez, attention, on ne fait pas ce que l'on veut, soit vous le mettez en place en concluant un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, ou autre possibilité éventuellement pour des entreprises de taille plus faible, de plus petite taille, c'est de faire ce que l'on appelle une décision unilatérale de l'employeur. Donc là, c'est l'employeur qui retrouve la main et qui va rédiger son dispositif d'APLD. Par contre, attention, pour pouvoir mettre en place ce dispositif par une décision unilatérale, il faut que l'accord de branche vous ouvre cette possibilité. Alors, c'est le cas notamment pour ceux qui relèvent de la métallurgie, où la métallurgie, dans son accord de branche, a tout un dispositif en matière d'activité partielle de longue durée. Donc, l'employeur, dans ce cas-là, pourra, par une décision unilatérale, mettre en place ce dispositif qui, vous le voyez, a une durée limitée. Hein. Le législateur a encadré effectivement cette durée. La durée, elle est de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Alors, attention, on ne fait pas ce qu'on veut parce que vous avez, que ce soit par une décision unilatérale ou par la conclusion d'un accord, vous avez quand même à aller taper à la porte de la DRITS qui va devoir donner son aval, que ce soit pour la décision unilatérale qu'elle va homologuer dans un délai de 21 jours ou qu'elle va valider si vous concluez un accord d'entreprise et elle a 15 jours pour valider votre accord. L'intérêt de la loi de finances de 2022, c'est d'avoir en fait autorisé le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance jusqu'au 31 juillet 2022 pour permettre l'adaptation des dispositions relatives à l'APLD. Ce qui veut dire concrètement que pour les entreprises qui sont rentrées dans ce dispositif ou qui vont y rentrer avant le 30 juin 2022, ça va permettre à des entreprises qui sont dans ce dispositif éventuellement de conclure des avenants ou d'effectuer des modifications sur leurs décisions unilatérales. Donc, de pouvoir continuer à aménager ce dispositif. Donc, ouverture, le gouvernement pourra statuer par voie d'ordonnance pour
continuer à permettre l'adaptation des dispositions relatives à la PLD. Donc voilà effectivement sur l'activité partielle dans l'entreprise. Autre disposition qui a été mise en place par ce texte, c'est concernant les pourboires. Alors, les pourboires, c'est un élément de salaire. C'est un élément de salaire et à partir du moment où c'est un élément de salaire, eh bien, par définition, vous allez avoir la soumission de vos pourboires aux cotisations et aux contributions sociales. Donc, vous voyez, cotisation de sécurité sociale, CSG, CRDS, contribution FNAL, assurance chômage, tout ce qui est classique en matière de contribution et de cotisation sociale. Mais vous voyez que la loi de finances de 2022, et plus particulièrement son article 5, va prendre un certain nombre de dispositions, enfin va prendre une disposition, et elle va prendre cette disposition pour en fait augmenter l'attractivité des emplois des salariés qui sont en contact direct avec la clientèle et en particulier dans des entreprises qui ont été confrontées à la crise sanitaire, notamment le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Et l'article 5 de la loi de finances va permettre une exonération. Alors attention, ne rêvons pas, c'est une exonération qui est temporaire. Qui n'a pas vocation à perdurer dans le temps. C'est une exonération temporaire des cotisations et des contributions sociales, et vous avez la liste juste en dessous des cotisations et des contributions qui sont visées. Donc, c'est toutes les contributions d'origine légale ou conventionnelle. C'est la contribution dédiée au CPF pour les titulaires d'un CDD. Je ne vous relis pas la liste que vous pouvez voir sur ce slide. Et cette exonération temporaire, elle va en fait concerner les pourboires qui vont être perçus directement par les salariés ou qui ont été remis à l'employeur, perçus au titre des années 2022 et 2023. Par contre, petite limite, il faut que la rémunération soit égale ou inférieure à 1,6 fois le SMIC. Donc, exonération, cotisation et contribution sociale pour les pourboires. Autre élément, alors je vais aller relativement vite parce qu'effectivement, on avait des dispositions aussi bien en matière fiscale qu'en matière sociale. Johanna et Anaïs vous en ont parlé. On a la durée du statut de jeune entreprise innovante qui a été effectivement aménagée. Donc, pour les entreprises qui investissent dans des projets de recherche et de développement et qui comptent un effectif inférieur à 250 salariés, on a effectivement au niveau social une exonération de cotisation sociale, patronale et d'allocation familiale, mais on a en fait, avec l'article 11 de la loi de finances pour 2022, allongé la durée du statut de jeune entreprise innovante de 7 à 10 ans. Tout ça pourquoi ? Eh bien, pour prendre en compte les contraintes spécifiques en matière de recherche et de développement qui nécessitent du temps. Autre disposition que nous avons dans la loi de finances 2022, alors pour ceux qui étaient déjà présents l'année dernière, eh bien, qui avaient déjà assisté à notre animation, eh bien, on va retrouver des dispositions qui avaient déjà été prises l'année dernière, c'est les régimes d'exonération dans certaines zones particulières. Et en fait, c'est toute la prolongation des dispositifs zonés de soutien à des territoires qui sont en difficulté. Donc, on a le premier dispositif, et mon slide n'a pas été mis à jour, il y a une petite coquille. Le premier dispositif qui concerne les bassins d'emploi à redynamiser, que vous trouvez à l'article 68-2, eh bien, on va avoir une prolongation des exonérations sociales, c'est-à-dire exonération de cotisation de sécurité sociale, allocation familiale, versement mobilité et FNAL. On prend les mêmes et on recommence pour une durée d'1 an, donc jusqu'au 31 décembre 2023. Autre dispositif zoné, les zones de revitalisation rurale. Donc, on a également une exonération des cotisations d'assurance sociale et d'allocation familiale. Alors, pour les entreprises qui embauchent, dans le cadre de l'embauche du 1er au 49e salarié, on va effectivement, dans ces dispositifs-là, alors on a eu effectivement un certain nombre de modifications. Il faut faire un petit peu d'histoire dans ce dispositif. On a la loi de finances rectificative de 2015 qui avait modifié les critères de classement en zone de revitalisation rurale, ce qui a fait qu'un certain nombre de communes qui rentraient dans ce dispositif en sont sorties. Et on a eu en fait une période transitoire qui a été mise en place
pour maintenir dans le dispositif les communes qui étaient des communes de montagne. Et on a eu ensuite un deuxième dispositif, un deuxième aménagement, la loi de finances de 2018, qui a aussi voulu continuer à maintenir dans ce dispositif des communes qui étaient des communes hors zone de montagne. Donc, on a maintenu effectivement de façon temporaire certaines communes dans ce classement. Eh bien, on prolonge ce dispositif à nouveau pour un an jusqu'au 31 décembre 2023. Autre slide, autre élément, c'est l'obligation de travail, enfin l'obligation plutôt d'emploi des travailleurs handicapés, où vous allez avoir, en fait, dans ce texte, ce qui intéresse dans la loi de finances pour 2022, c'est l'article 119 qui va en fait apporter des précisions en matière d'années de référence pour le calcul de l'effectif. On avait un certain nombre d'ambiguïtés entre les dispositions de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale, le décret qui a été pris le 9 juillet 2021 et la loi de finances 2022 cadrent les éléments. Alors, petit rappel pour votre culture générale et puis pour ne pas oublier, c'est que obligation d'emploi des travailleurs handicapés, vous savez que tous les employeurs d'au moins 20 salariés sont tenus d'employer 6% de travailleurs handicapés. Et pour savoir si vous remplissez ou pas et si vous atteignez ou pas le seuil de 20 salariés, on se réfère aux dispositions du Code de la sécurité sociale et à l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale qui vous dit que l'effectif que vous allez prendre en compte, vous le voyez, c'est en bas du slide, c'est la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Et la loi de finances pour 2022 vous dit, attention sur cette obligation, la période que vous allez retenir pour apprécier le seuil, le nombre de salariés et savoir ou pas si vous passez le seuil des 20 salariés, c'est le nombre de salariés au titre de l'année au cours de laquelle la contribution est due. Donc, ce qui veut dire que pour votre contribution pour 2021, on verse en 2022, vous allez retenir l'année 2021 pour savoir ou pas si vous passez ce seuil. Alors, autre slide également, contribution au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors là, c'est pour vous dire que pour les entreprises de travail temporaire, donc vous avez la référence au Code du travail, qui comptent un effectif d'au moins 11 salariés, doivent s'acquitter de la contribution légale à la formation professionnelle au taux de 1,3%. Alors qui se décompose en deux sous-taux. La loi de finances pour 2022 vous dit que les entreprises de travail temporaire sont finalement redevables au taux de 3,1 et que le taux de 3,1, vous le voyez, il est de 1% et ça à compter du 1er janvier 2022. Mais attention, parce qu'on vous dit que le niveau global finalement de contribution au financement de la formation des entreprises de travail temporaire d'au moins 11 salariés n'est pas finalement modifié. Et pourquoi? Parce que vous voyez effectivement, on vous dit c'est 1%, mais vous voyez le nouvel article du Code du travail, l'article 6331-69, qui vous dit, eh bien voilà, on va rajouter le versement d'une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,3% du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Et ça, quel que soit l'effectif de l'entreprise de travail temporaire. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on a retiré d'un côté, eh bien, on le rajoute d'un autre côté. Alors, formation, toujours sur la formation professionnelle, et cette fois, on va parler de la taxe d'apprentissage. C'est en particulier, alors c'est le régime transitoire du versement du solde de la taxe d'apprentissage, puisque vous avez une partie principale et vous avez également une autre partie, une seconde fraction de votre taxe d'apprentissage que l'on appelle solde, qui est égal à 30% du montant de la taxe et qui est destiné, vous le voyez, au financement des formations initiales, technologiques et professionnelles hors apprentissage et insertion professionnelle. Vous savez qu'on a normalement un transfert, un aménagement des règles relatives aux contributions et au financement de la formation professionnelle en vue de faciliter
et de finaliser le transfert de leur recouvrement par les organismes sociaux, sauf qu'on s'est aperçu que ça allait donner lieu à un certain nombre de cafouillages. Et donc, disposition de l'article 127 de la loi de finances pour 2022, les entreprises qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage au titre de l'exercice 2021 eh bien, vont devoir s'acquitter en 2022 du solde de 13% au titre des rémunérations versées en 2021. Et pour la dernière fois, eh bien, vous verserez ce solde de contribution directement aux établissements bénéficiaires. Donc, voilà sur ce dispositif-là, c'est absolument passionnant. Dernier élément, enfin, un des derniers points à voir, c'est une nouvelle mesure qui a été prise et qui concerne les jeunes et les jeunes qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Donc, on a effectivement la création d'un nouveau dispositif d'insertion des jeunes, le contrat engagement jeune, CEJ, qui va se mettre en place à compter du 1er mars 2022, mais il nous faut un décret. C'est souvent le charme du droit français. On attend un décret. Alors, ça vise une population de jeunes, vous voyez, c'est les jeunes de 16 à 25 ans révolus, ou alors des jeunes qui ont 29 ans s'ils ont le statut de travailleur handicapé, qui rencontrent des difficultés durables d'accès à l'emploi, qui ne sont ni étudiants ni en formation et qui vont effectivement bénéficier, après avoir fait un diagnostic, qui vont bénéficier de ce nouveau dispositif d'encadrement, de prise en charge et de formation renforcée. Alors, par contre, effectivement, il va y avoir un certain nombre d'engagements de la part du jeune, notamment des exigences d'engagement, d'assiduité, de motivation. Et on prévoit également que pour les jeunes qui ne sont pas soutenus par leurs parents, qu'il y aura la mise en place, mais on attend les dispositions, d'une allocation dégressive qui pourrait atteindre 500 € pour ce public. Donc voilà sur la loi de finances 2022, aspects sociaux, et j'ai également la loi de financement de la sécurité sociale, d'autres dispositions. Alors, loi de financement de la sécurité sociale qui a été un petit peu retardée parce qu'il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel, donc on a les réponses du Conseil constitutionnel, ça n'a pas révolutionné de fond en comble la loi, et vous voyez, on a un certain nombre, je regarde l'heure, oui, on a un certain nombre de dispositions applicables en la matière. Vous avez, alors toujours, on retrouve le Covid, on retrouve notre épidémie Covid-19 avec un certain nombre de dispositions qui ont été prises dans ce dispositif. On a trois items à voir. Vous avez l'activité partielle. Vous savez qu'au niveau de l'activité partielle, l'employeur verse une indemnité et qu'il a la possibilité de verser une indemnité complémentaire d'activité partielle qui va en fait concerner les employeurs qui vont… Alors, attends, on n'est pas sur le bon slide parce que j'ai inversé, je suis allée plus vite. Alors, on prendra le deuxième slide, excusez-moi. Vous avez sur les cotisations patronales, vous voyez qu'effectivement, on a une aide au paiement des cotisations et des contributions sociales pour les employeurs qui ont… Alors là, on est repassé. Est-ce qu'on peut être sur le slide d'avant? Désolée. Voilà. On a eu effectivement, concernant les cotisations patronales, un certain nombre d'aides qui ont été mises en place pour les employeurs, vous voyez, de moins de 250 salariés et dans des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, où vous avez la liste, on pense tout de suite hôtellerie, restauration, et ce sont des entreprises qui ont été impactées par les mesures restrictives pour lutter contre l'épidémie de Covid, et on a donc eu des mesures d'interdiction au public, et ça s'est traduit notamment aussi par une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Ces entreprises ont bénéficié d'aides. Et vous voyez, il y a eu deux types d'aides en fonction des périodes. L'aide Covid-2 avec 20% du montant des rémunérations brutes et l'aide Covid-3 de 15% du montant des rémunérations brutes. La loi de finances rectificative avait permis effectivement d'imputer ces aides sur les cotisations 2020 et 2021. Et la loi de financement pour la sécurité sociale, dans son article 18, eh bien, va continuer à aménager ce dispositif et à permettre à ces employeurs d'imputer leurs aides Covid-2 et les aides Covid-3 sur les cotisations sociales
dues à l'URSSAF au titre de l'année 2022 pour justement prendre en compte la lenteur de reprise d'activité dans un certain nombre d'entreprises. Deuxième slide sur lequel j'avais commencé tout de suite concernant le Covid. Le deuxième slide, ça concerne l'activité partielle et l'indemnité complémentaire. Comme je vous le disais, les employeurs ont eu la possibilité, ce n'était pas une obligation, c'était une possibilité, de verser une indemnité complémentaire aux salariés qui ont été placés en activité partielle. Il fallait un accord collectif ou une décision unilatérale prise par l'employeur et ça complétait l'indemnité légale d'activité partielle. Ce régime, vous le voyez, il y a le régime qui a été mis en place, c'est le régime social spécifique et avantageux, date d'une ordonnance du 12 avril 2020. L'ordonnance a déjà été prorogée par la loi de financement de la sécurité sociale 2021. Eh bien, on va reconduire ce régime social de faveur jusqu'au 31 décembre 2022, ce qui veut dire que vous avez en fait une soumission à la CSG-CRDS sur les revenus de remplacement à un taux qui est le taux de 6,7%. Alors, on va avoir l'exception, on va retrouver le régime classique à partir du moment où on va dépasser 3,15 fois le SMIC, mais uniquement sur la partie supérieure à cette limite. Donc, régime de faveur social qui est maintenu au titre de l'année 2022. Autre disposition également concernant le Covid, c'est les arrêts de travail. Puisque vous savez, donc ça est le suivant, vous savez qu'on a tout un dispositif en matière d'arrêt de travail dérogatoire. Arrêt de travail dérogatoire, vous avez la liste des cas qui sont visés. Ça concerne en fait des salariés qui ne peuvent pas travailler ou télétravailler en raison de l'épidémie parce que notamment, vous voyez, ils sont testés positifs à la Covid-19 ou qui sont cas contact ou qui sont placés en isolement ou qui sont placés en quarantaine ou contraints de s'isoler parce qu'ils viennent ou reviennent d'un pays à risque. On a un décret qui a instauré effectivement des mesures de versement particulières des indemnités journalières de sécurité sociale dans des conditions dérogatoires, puisque vous voyez, il n'y a pas de durée d'activité minimale, il n'y a pas de délai de carence et on ne va pas non plus prendre en compte les indemnités qui ont été versées dans le calcul de la durée maximale d'indemnisation. Eh bien, on va prolonger ces dispositions. On va les prolonger normalement jusqu'au 31 décembre 2022. Par contre, attention, le gouvernement garde la main et pourra modifier jusqu'au 31 décembre 2022 le cadre législatif dérogatoire de ces arrêts de travail en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Donc, voilà sur le dispositif qui concerne les dispositions qui concernent le Covid-19, on a d'autres dispositions. On a notamment des dispositions qui concernent le congé de proche aidant et de congé parental. Alors, slide suivant, c'était juste le petit titre, puisque vous avez en fait un congé qui permet à des proches aidants ou à des parents d'enfants qui sont malades ou atteints d'un handicap, eh bien, de pouvoir bénéficier d'un congé d'au moins 3 mois, maximal 1 an pour toute la carrière du collaborateur, à partir du moment où l'enfant ou le proche a un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Intérêt de la loi de financement de la sécurité sociale, vous voyez qu'on va supprimer la condition de particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie, ce qui veut dire qu'on va en fait élargir le champ des bénéficiaires de ce dispositif. Je n'ai plus la particulière gravité, mais j'ai quand même un handicap, une gêne qui fait que j'ai besoin d'une aide régulière, donc plus large. Et vous allez la voir également, vous voyez le deuxième article qui est visé dans le Code du travail, c'est que les collaborateurs, les salariés ont la possibilité de faire des dons de congé à un de leurs collègues pour venir en aide, alors c'est anonyme, pour venir en aide à un collaborateur qui justement, lui, vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie. Pareil, on supprime la notion de particulière gravité. Alors par contre, attention, on attend un décret et ça sera mis en place à partir au plus tard du 1er janvier 2023. Alors, je vous ai mis
Je vous ai mis effectivement aussi un autre élément sur ce congé, c'est qu'on a des conditions particulières. Le collaborateur peut percevoir une allocation journalière de proche aidant. Eh bien, c'est le slide suivant. Voilà, il peut percevoir une allocation journalière de proche aidant dont vous avez les montants qui figurent sur le slide. Eh bien, vous voyez que l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale relève le montant des allocations de présence parentale au niveau du SMIC et qu'on ne fera plus non plus la distinction, ce qui se pratique aussi aujourd'hui, entre les personnes isolées et celles qui vivent en couple. Donc, revalorisation, par contre, on attend quand même, vous voyez, on attend quand même des décrets. Pour l'instant, on attend encore un certain nombre de dispositifs, de décrets pour pouvoir appliquer pleinement ce dispositif. Autre mesure qui a été mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale, ce sont les slides suivants. Et on sait encore le slide suivant, c'est juste pour le petit titre, c'est les entreprises en fait qui utilisent le titre, non, celui d'avant, voilà, merci, les entreprises qui utilisent le titre, voilà, le titre emploi-service, voilà, qui effectivement, ça permet effectivement aux entreprises ou aux associations de remplir de façon simplifiée leurs obligations en matière de paiement, de cotisation, de paiement de la rémunération du collaborateur. Et là, on passait effectivement sur le statut du conjoint collaborateur, qui remonte en fait à la loi du 2 août 2005, où on a effectivement pour le conjoint marié ou pacsé du chef d'entreprise, alors que ce soit une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, et qui travaille de façon régulière pour le chef d'entreprise, eh bien, on lui impose d'opter pour un statut. Et vous voyez, ce statut, il y a 3 possibilités. Soit c'est le conjoint salarié, soit associé ou conjoint collaborateur. Eh bien, la loi de financement de la sécurité sociale, l'article 24, vous dit attention, on limite le statut du conjoint collaborateur à 5 ans. Au-delà de 5 ans, il faut que le conjoint choisisse. Soit il devient conjoint salarié, soit il devient associé. À défaut, on va dire qu'il a opté pour le statut de conjoint salarié. Alors, vous voyez qu'on a une exception. C'est si le conjoint collaborateur va atteindre l'âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031. Dans ces cas-là, il va pouvoir conserver le statut de conjoint collaborateur. Alors, pourquoi on fait ça? Justement pour limiter une éventuelle dépendance économique et puis pour lui permettre aussi d'acquérir un certain nombre de droits sociaux, notamment les droits à la retraite. Autre élément sur ce statut, slide d'après. Vous voyez que l'organisme de sécurité sociale pourra tout simplement procéder à la radiation du conjoint collaborateur au terme des 5 ans. Alors, il y aura une procédure contradictoire et on attend un décret pour préciser les modalités de ce dispositif. Et puis, sur ce même statut, on étend le fait de devoir faire un choix sur ce statut à la personne qui vit en concubinage avec le chef d'entreprise. Autre élément qui est également important, c'est ce qu'on appelle l'attestation de vigilance et les conditions de délivrance d'une attestation de vigilance qui sont assouplies pour permettre en fait de pouvoir répondre plus facilement à des appels d'offres. Et vous voyez que notamment l'attestation de vigilance, elle pourra être établie sans attendre l'exigibilité des cotisations et des contributions sociales, puisque quand vous concluez un contrat d'au moins 5 000 €, eh bien, vous devez vérifier que votre compte contractant est à jour de ses obligations en matière de paiement des cotisations et des contributions sociales. Ensuite, vous avez également les organismes de sécurité sociale qui ont un droit de communication, qui va en fait être un droit qui va s'exercer par voie dématérialisée. On en était toujours au bon vieux support papier. Eh bien, aujourd'hui, ça va passer par voie dématérialisée. C'est entré en vigueur, sauf qu'on attend quand même une circulaire ministérielle pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette dématérialisation.
Autre slide également sur la retraite progressive. En fait, c'est l'ouverture de la retraite progressive aux salariés qui sont en forfait annuel en jours, ce qui n'était pas possible auparavant. Eh bien, on va permettre à ces collaborateurs qui ont au moins 60 ans, qui justifient d'au moins 150 trimestres d'assurance, d'avoir une activité à temps partiel et de percevoir en même temps une fraction de leur pension de retraite. Donc, retraite progressive qui est ouverte aux salariés en forfait annuel en jours réduits. Donc, c'est vos forfaits annuels de 218 jours qui vont être exercés de façon réduite, avec une durée qui n'est pas inférieure à 40% et qui n'est pas supérieure à 80%. Et vous voyez également que c'est étendu aux mandataires sociaux. Alors attention, aux mandataires sociaux qui sont assimilés aux salariés tels que définis à l'article L311-3 du Code de la sécurité sociale. Et puis, dernière disposition, voilà, si je ne me trompe pas, voilà, dernier slide pour votre information. C'est concernant les plateformes de mobilité. Il y a les dispositions fiscales qu'Anaïs vous a exposées. Il y a des dispositions sociales qui concernent effectivement la possibilité de proposer des garanties collectives à ses collaborateurs et notamment des couvertures en matière de frais de santé, risque de décès, incapacité de travail, invalidité, inaptitude. Donc, à partir du 1er janvier 2023, et on attend un décret qui va devoir préciser les modalités d'application de ce recours, et puis également une affiliation au régime général de la sécurité sociale. Alors, dans certains cas, en particulier quand on a des recettes qui sont particulièrement minimes, ces collaborateurs pourront s'affilier au régime de sécurité sociale, au régime général. Voilà, j'en ai terminé sur ces dispositions et j'espère que c'était clair pour vous. Merci beaucoup. Attention. Voilà, donc ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. On pourra vous envoyer ce replay et le lien pour y accéder. Et ce qu'on vous propose, compte tenu du léger dépassement d'horaire auquel on a été contraint, compte tenu du volume des réformes, de répondre par mail à vos questions. On a vos coordonnées et on a vos questions qui sont inscrites sur le question-réponse. Donc, on reviendra vers vous par rapport à vos interrogations. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et merci à nos intervenants de qualité. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.